On va céder la parole à David Juquin pour la question numéro 18. On va rentrer dans la thématique finance. Et David va attaquer un morceau de choix puisqu'il va faire une présentation du DOB, d'évaluation budgétaire, donc qui est un document que nous pouvons examiner et sur lequel nous devons débattre avant le vote du budget qui devra intervenir dans les 2 mois qui viennent. Alors il est 22h05, j'ai l'agréable joie d'essayer de vous réveiller avec des chiffres au bout de 3 heures de réunion. Donc j'ai essayé de vous faire une présentation quand même. Vous avez un rapport complet qui vous est présenté dans le débat d'orientation budgétaire, donc qui est quand même une étape importante et obligatoire dans le cycle budgétaire des collectivités locales. Je le rappelle qu'il ne nécessite pas de délibération, mais qui doit nous permettre de discuter des orientations budgétaires, d'être informés sur la situation financière de la collectivité et de mesurer les incidences financières des projets du programme pluriannuel d'investissement. Donc vous avez un DOB qui est complet, celui qui va vous être présenté à l'écran va être un peu plus synthétique. Néanmoins, ça n'empêche pas si vous avez des questions sur ce qui vous est présenté. Je vais passer un peu plus de temps sur la présentation du DOB et j'irai un peu plus vite sur les délibérations qui en découlent juste derrière. Voilà, mais qu'on ait un vrai temps de débat et de voir un peu la situation, de faire une analyse un peu sur la situation de la communauté d'agglomération. Donc, dans le cadre de ce DOB, il y aura 4 chapitres: les dispositions de la loi de finances 2020, le bilan financier de la communauté d'agglomération après 3 années d'existence, les enjeux autour du financement du service des déchets et les orientations budgétaires. Donc le contexte économique et la trajectoire des finances publiques, ces éléments de contexte économique sont particulièrement importants pour les anticipations de recettes des EPCI, dont la taxe d'habitation va être remplacée par une fraction de TVA. Vous savez qu'on va en reparler juste après, donc la taxe d'habitation va disparaître et que vous verrez que pour la collectivité, ça peut avoir un impact, la conjoncture économique au niveau national. Parce que si elle est en décroissance, du coup, cette fraction de TVA pourrait aussi être impactée sur les recettes de la collectivité. Pardon. Là, vous avez le déficit des administrations publiques. Alors, la courbe noire, c'est en fait le pourcentage du PIB. En fait, et vous avez les trajectoires de chaque gouvernement successif qui s'était projeté, et la réalité, c'est la courbe noire. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que c'est assez explicite. Il y a beaucoup d'ambition, et puis la réalité n'est pas forcément au rendez-vous. L'évolution de la dette publique, donc je rappelle que dans la dette publique, les dettes des collectivités locales sont dedans, elle est dans la zone rouge. Par contre, ce qui est marquant quand on regarde la dette depuis 1995 sur la dette publique, c'est l'évolution de la dette de l'État, qui était autour de 500 milliards en 1995 et qui flirte à 1700-1800 milliards en arrivant en janvier 2019. Voilà, pas de commentaires, je pense. Donc le projet de loi de finances a été présenté en Conseil des ministres le 27 septembre 2019, puis complété par des amendements adoptés par l'Assemblée nationale. La principale mesure du projet de loi de finances 2020 concerne la réforme de la fiscalité avec la suppression de la taxe d'habitation à l'horizon 2023. Les modalités de mise en œuvre initialement prévues dans un projet de loi à part entière du 1er septembre 2019. Ils seront intégrés dans un article du projet de loi de finances. Donc la suppression ne concerne dans l'état actuel des textes que la taxe sur les résidences principales, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas concernés. Pour autant, il est évoqué à l'horizon 2023 de nouvelles obligations déclaratives pour les assujettis à la TH sur les résidences secondaires, ce qui présage d'une suppression complète de la TH à terme. Vous avez le calendrier de mise en œuvre qui vous est présenté. Donc la réforme, vue du côté des collectivités locales, donc les dispositions spécifiques en 2020 pour préparer la refonte majeure de 2021. Donc les collectivités ont interdiction d'augmenter le taux de TH sur les résidences principales, interdiction d'augmenter le taux de TH sur les résidences secondaires et les logements vacants jusqu'en 2023, un plafonnement au niveau de 2019 des taux de taxes GEMAPI et des taxes spéciales, interdiction de créer la taxe d'habitation sur les logements vacants avant 2023, suspension des procédures d'intégration fiscale progressive au titre de l'année 2020 et suspension pour l'année 2021 du pouvoir de délibération des communes en matière d'abattement et d'exonération de taxes foncières pour des raisons techniques d'application de la réforme. Voilà.
Donc vous avez le droit de rien faire. Raymond, s'il vous plaît, comment se fait-il qu'on nous interdit d'augmenter la taxe d'habitation sur des résidences secondaires et des logements vacants? C'est pourtant un moyen de faire pression sur certaines choses. Nous, des résidences secondaires qui sont habitées une fois par an. Si on a des logements vacants, c'est le seul moyen de faire bouger les gens. Alors ceux qui étaient déjà en application vont continuer, mais ceux qui souhaitent le mettre en place ne pourront pas le faire. À partir de quand? Bah là. D'accord. Et la raison? Eh bien parce que dans le cadre de la suppression de la TH, l'État n'est pas capable de contrebalancer en fait si vous prenez des délibérations sur vos communes. Le fait de toucher la TH sur les résidences secondaires ou les logements vacants, l'État du coup fige les choses pour à la fin pouvoir la supprimer complètement. Je suis clair ou pas, Raymond? Oui. Ça serait pourtant un peu mieux que de demander le remplissage scolaire. On continue. Donc le bilan fiscal de 2021, donc la recomposition nationale des produits fiscaux. Donc la taxe d'habitation pour les communes, donc elle sera perçue par l'État et les communes seront remplacées par une quote-part de taxe foncière bâtie du département. Tout ce qui concerne les taxes d'habitation sur les résidences secondaires, les logements vacants, communes et PCI, il n'y a pas de changement, c'est maintenu en l'état actuel sans pouvoir changer. Et les taxes d'habitation des résidences principales pour les EPCI donc sera compensé par un produit de TVA, donc avec une fraction de TVA. On va revenir après. Et pour les départements, du coup, ils seront aussi eux-mêmes compensés, donc la perte de leur taxe d'habitation sera compensée par un produit de TVA. Donc il existe deux cas de figure. Le fait que le taux du département va venir au niveau des communes, soit vous êtes dans un sous-financement ou un surfinancement, soit vous êtes sous-financé et l'État viendra vous compenser, soit vous êtes surfinancé et l'État viendra prendre ce surfinancement pour faire des vases communicants entre différentes collectivités. Donc ça, j'ai dit qu'il y avait donc la neutralisation de la réforme est assurée, comme pour les départements qui perdent la taxe foncière pour le transfert d'une taxe de fraction de TVA. Il y a un mécanisme de garantie qui a été instauré. Si la fraction de TVA est inférieure à la somme des recettes perdues, les EPCI perçoivent une part du produit de TVA revenant à l'État. Il s'agit juste d'une garantie de non-baisse. Une prudence à avoir tout de même dans les prospectives quant à la dynamique d'évolution du produit de TVA, parce que l'État nous dit qu'entre 2014 et 2018, la croissance du produit net de TVA était de plus de 2,88% par an, contre 0,8% pour les bases intercommunales de TH. Ce qui pourrait laisser penser que les intercommunalités vont bénéficier d'un impôt plus dynamique en substitution de la TH. Pour autant, rétrospectivement, cela n'a pas toujours été le cas, notamment en phase de récession économique. Et on constate depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les 15 ans, on a le droit à une crise économique. Il y a eu la crise de 60 dans les années 70, dans les années début 90, on a eu 2008. Alors, tous les 15 ans, vous avez le droit à une crise économique. Le jour où cette croissance nationale parera, et on se retrouvera peut-être avec une baisse forte pour le PCI. Au-delà il y a une perte d'autonomie fiscale pour nous, donc les EPCI vont percevoir en lieu et place une fraction de TVA. Contrairement à la taxe d'habitation, les EPCI n'auront plus la possibilité d'augmenter cet impôt par l'effet taux, ce qui se traduit dans les faits par une perte d'autonomie fiscale. Les impacts sur la suppression de la TH pour les autres taxes, donc concernant la taxe GEMAPI et la taxe spéciale d'équipement, qui est une toute petite taxe à notre échelle, sont des taxes dont l'assiette repose aujourd'hui sur la TH, foncier bâti, foncier non bâti et CFE. Suite à la suppression de la TH, ces deux taxes seront réparties sur les trois impositions restantes, c'est-à-dire foncier bâti, foncier non bâti et CFE, et pèseront plus fortement sur celle-ci. Le projet de loi de finances prévoit aussi la contribution à l'audiovisuel qui sera mise sur qui était avant sur l'avis d'imposition de la TH, qui sera adossée maintenant à l'impôt sur le revenu. D'autres mesures qui concernent les collectivités locales, donc prise en charge par l'État de l'indemnité de conseil versée au trésorier. Donc vous savez que chaque année on prenait une délibération dans ce sens. Donc en 2020, l'État va se substituer
aux collectivités locales, communes et comités de communes, pour le versement de l'indemnité de conseiller aux collectivités. Le financement de cette dépense par l'État est assuré en l'état actuel des textes par une ponction sur l'enveloppe des dotations des collectivités à hauteur de 25 millions d'euros. Donc quand on entend parler des fermetures de trésorerie, donc on nous enlève les conseillers et on nous prend le pognon avec. Le report de l'automatisation du FCTVA au 1er janvier 2021, donc il y a un report qui est fait, je ne rentre pas dans le détail. On revient au chapitre 2, sur le bilan financier de l'agglomération après 3 années d'existence. Donc le rappel du contexte, la communauté d'agglomération a été confrontée entre 2017 et 2018 à une contrainte financière forte sur sa section de fonctionnement. Vous savez qu'on avait une baisse et on s'était posé des questions sur certains scénarios. La CAF nette avait été diminuée d'1 million d'euros pour des raisons essentiellement exogènes à la propre gestion de la collectivité. Vous aviez une perte pour la collectivité de 230 000 euros pour la fin des contrats aidés, une baisse de dotation d'intercommunalité pour 9 400 euros, des dotations de compensation pour moins 66 000 euros, 106 000 euros de FDTP, des primes de compensation de CSG pour 150 000 euros et du SPIC pour moins 130 000 euros, soit un impact quand même de 700 000 euros sur cette perte de capacité financière nette d'1 million d'euros. Ce ne sont pas des choix politiques, c'est des choses qu'on a dû subir. On rappelle quand même qu'au bout lors des 3 dernières années, la communauté d'agglomération a eu un investissement quand même très fort, près de 25 millions d'euros de dépenses d'investissement, malgré cette contrainte financière. Le financement de ces investissements est assuré aussi pour partie par des subventions à hauteur de 5 500 000 euros. Vous avez une cartographie qui vous est présentée avec les différents investissements, je ne rentre pas dans le détail. On a fait aussi un retour sur les investissements 2017-2018 par thématique, donc les gestions des déchets, il y a eu 1 900 000 euros de dépenses d'investissement, rivière et bocage 1 600 000 euros. Alors je le dis pour mon collègue Vincent, ce qu'il me le dit toujours, n'oublie pas de dire que c'est très bien subventionné, presque à 80%. C'est ça Vincent? Voilà. Donc voilà pour rivière et bocage. Les subventions à l'immobilier d'entreprise ont représenté 1 160 000 euros. Les documents d'urbanisme que parlait Eric tout à l'heure, 1 200 000 euros. Le numérique et la fibre optique ont représenté 945 000 euros sur 2017-2018. Donc les objectifs qu'on avait affichés en 2018, suite au DOB qu'on avait eu en 2018, le Conseil communautaire avait choisi de s'orienter vers une politique de maîtrise budgétaire parmi les 3 options qui avaient été présentées. Donc il y avait soit la hausse de la fiscalité de 5%, soit les contributions des communes au financement de l'agglo, et le choix qui avait été fait par l'ensemble des conseillers communautaires, c'était une politique de maîtrise budgétaire. Donc les mesures mises en œuvre pour atteindre ces objectifs, donc il y a un ensemble de mesures qui ont été mises en place, donc notamment sur la maîtrise des charges de personnel à travers une politique rigoureuse des effectifs. Alors, une réorganisation des services à coût constant, lecture publique, service à la personne, non-renouvellement systématique des départs des agents. Un travail qui a été fait sur la fiscalité, normalement sur un travail sur les bases minimums de CFE, la mise en œuvre de la GEMAPI dans le cadre d'un budget annexe, les travaux de la CLECT avec justesse dans le cadre de ces travaux-là, et je remercie les communes pour avoir aussi participé activement à tous ces travaux de CLECT pendant les 3 dernières années, la planification et priorisation des investissements adaptés aux capacités financières de l'agglomération, et un travail aussi qui a été fait sur la tarification des services. Donc des objectifs atteints avec des finances saines et stabilisées. Après 2 années d'optimisation budgétaire, la communauté d'agglomération dispose dorénavant d'une situation financière acceptable qu'il est important de préserver. Un niveau d'endettement maîtrisé, c'est le cap qu'on s'était donné, c'était de rester au même niveau d'endettement qu'au 1er janvier 2017. Donc l'endettement de la collectivité est passé de 33 400 000 euros au 1er janvier 2017 à 31 425 000 euros au 31 décembre 2019, étant précisé que cette situation tient compte des transferts de dettes inhérents aux modifications de compétences intervenues depuis la création de l'agglo. Donc nous nous sommes bien désendettés de 2 millions d'euros. La gestion de la dette, on l'a déjà rentrée, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, elle est très saine, il y a quelques risques de franchissement de barrière qui n'est pas avéré pour l'instant à court terme.
Vous avez une lecture de la dette globale de la collectivité. Donc sur le budget principal, on est à 31 millions d'euros, ce qui représente 60% de la dette globale avec les budgets annexes, 30% sur le budget assainissement collectif qui représente 15 millions d'euros, et vous avez les différents budgets annexes pour un total de 52 millions d'euros. Notons que la communauté d'agglomération dispose d'une dette principalement en taux fixe, 83%. Et là, je le rappelle pour Daniel Furcy, des renégociations ont été engagées auprès des organismes bancaires. Elles n'ont pas pu aboutir compte tenu du montant des indemnités de remboursement anticipées trop importantes. Je pense à tout le monde, hein, vous voyez. Donc on a pu éviter l'effet ciseau. Vous savez que dans le cadre on avait fait une étude sur 2017-2018 avec le cabinet Sémaphore qui nous prévoyait, si on ne modifiait rien, d'avoir un effet ciseau. Donc au vu des chiffres de 2017, vous voyez qu'on sort de l'effet ciseau, ce qui est très bon pour l'avenir. Et ce tableau résume un peu pas mal de choses. Donc c'est dommage que certains conseillers communautaires ne soient pas présents, et je vais me permettre d'en parler un petit peu, parce que j'ai entendu dire que les comptes de la communauté d'agglomération étaient catastrophiques. Ce tableau résume la capacité d'investissement de la communauté d'agglomération sur 2017, 2018, 2019. Je vais vous demander de vous attarder un peu sur la colonne de droite. Vous avez l'épargne de gestion sur votre gauche, l'épargne brute et l'épargne de droite, l'épargne nette. Elle était en dessous de 3 millions d'euros en 2017. Elle est retombée à 1 800 000 euros, on en a parlé tout à l'heure par rapport aux 1 million d'euros perdus. En 2019, les comptes sont très verts, on en est à 3 500 000 euros. Mais ce qui est important de voir, parce qu'on dit que la communauté d'agglomération n'a pas d'argent et que les anciennes communautés de communes avaient plus d'argent, c'est le trait bleu. Les communautés de communes confondues avaient une capacité d'investissement d'1 400 000 euros. Si les communautés de communes avaient subi les 700 000 euros de baisse qu'on a vu, des contrats aidés, etc., elles auraient une capacité d'investissement de 700 000 euros. Aujourd'hui, la capacité d'investissement de la communauté d'agglomération est de 3 500 000 euros. Vous voyez la trajectoire, comment elle aurait été différente si les communautés de communes étaient restées seules. Je vais vous parler en termes d'habitants. Il y avait une capacité donc on arrive aujourd'hui à une capacité nette d'investissement à 36 euros par habitant, c'est la colonne en haut à droite. Les communautés de communes, les budgets confondus, on était plutôt à une capacité d'investissement par habitant plutôt autour de 16-17 euros. Si elles avaient subi les 700 000 euros de perte, elles seraient descendues à 8 euros. On a une capacité 4 fois plus importante si les communautés de communes étaient restées seules. Je pense que c'est assez clair pour dire qu'on est vraiment dans une espèce de solidarité qui dégage une capacité d'investissement beaucoup plus forte que si on était resté dans nos anciennes communautés de communes. Alors, soit, peut-être certaines communautés de communes avaient une capacité plus que d'autres, mais dans le package global, la réalité budgétaire, elle est là. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, notre budget n'a pas explosé de plus 12 millions d'euros. C'est très simple. On avait une capacité nette d'1,5 million. Si on avait explosé nos dépenses de fonctionnement de 12 millions d'euros, on serait plutôt à moins 10 millions d'euros. Ça paraît logique pour tout le monde. Pourquoi il y a une évolution des dépenses de fonctionnement? Parce qu'il y a une évolution des dépenses. Dans le cadre de la CLECT, quand vous avez une compétence qui va à la commune ou à la communauté d'agglomération, vous avez les dépenses, mais vous avez les recettes qui vont en face. Aussi bien pour les communes que pour la communauté d'agglomération. Tout à l'heure, on parlait du transport. Les transports, vous savez, qui sont passés du département à la communauté d'agglomération et redonnés à la région. Le département nous a redonné 3 millions d'euros de recettes pour correspondre à 3 millions d'euros de dépenses nouvelles. Donc ce sont des jeux de base de compensation. Vous aviez un budget annexe sur les ordures ménagères qui a été réinjecté sur le budget général. Donc effectivement, à la lecture, on peut considérer qu'il y a une évolution. Mais ce qui compte, c'est une solde nette à la fin. Vous pouvez avoir des dépenses nouvelles, mais si vous avez les recettes en face, ça ne change rien. Ce sont juste des bases de compensation. Je tenais à le dire parce que je trouve ça démagogique de dire ça. Ça fait penser à croire qu'on a explosé les budgets, etc. Et je ne trouve pas ça respectueux vis-à-vis des élus que nous sommes au sein de la communauté d'agglomération, parce que nous avons tous voté majoritairement pour ces budgets-là, en connaissance de cause. Et là, c'est de faire croire à la population, en fait, qui ne maîtrise pas tout, de dire qu'on explose les dépenses de fonctionnement. Voilà. Je voulais faire cette petite parenthèse. C'est dommage. Qui a pu penser au contraire? C'est des choses qu'on entend. Et c'est dommage que les campagnes municipales fassent faire dire ce genre de choses, parce que ça jette le discrédit aux élus locaux. Nous sommes aussi. On n'est pas des élus nationaux, etc. On est des élus locaux. On essaie de maîtriser au mieux nos budgets communaux et communautaires.
et ça jette le discrédit sur nous, dans la vie, et c'est énervant. Voilà. Donc je continue, j'ai fait ma petite parenthèse. Hein? C'est à la fin des points, je vais faire comme tout le monde. Je ne sais pas si je vais les remercier quand même, mais... Donc là, vous avez la nouvelle trajectoire financière. Je vous parlais tout à l'heure du cabinet Sémaphore donc, qui avait étudié. Vous avez la trajectoire si on n'avait rien changé et la trajectoire sur la colonne de droite au vu des changements qui ont été opérés. Voilà, là on fait un petit point en fait. Je rentre pas dans le détail. Vous avez des tableaux qui sont présentés, qui ont été travaillés avec la thématique ressources humaines, qui vous fait voir un peu l'évolution des comptes administratifs, avec justement, tout à l'heure je vous en parlais du budget OM qui rentrait dans le budget général, les différences année par année. Donc l'explication du budget général, la baisse en 2019 sur le budget général s'explique par des réorganisations de services, certains postes qui sont restés vacants, le budget GFMAPI qui a été créé en 2019. Malgré cette baisse, les agents ont néanmoins bénéficié d'un déroulement de carrière et de révision de régime indemnitaire. Et chaque départ fait l'objet d'optimiser le bon fonctionnement du service et de la gestion de la masse salariale. Le budget assainissement collectif et non collectif, donc il y a eu des créations du fait du transfert des communes vers la communauté d'agglomération, avec la création de 4 agents. On vous a mis quelques informations utiles, puisqu'on se posait la question à la création de la communauté d'agglomération sur les frais de déplacement. Donc ils étaient à 59 000 € en 2017, ils sont passés à 65 000 € en 2018, ils sont à 54 000 € en 2019. Donc c'est pour montrer qu'il y a un suivi régulier quand même de ces frais de déplacement. Le suivi des visites médicales, vous savez qu'on avait fait le choix, certaines collectivités étaient SISTM, d'autres au centre de gestion. On voyait le rapport en 2017, il y avait 67 visites pour un coût de 24 000 €. On avait fait le choix de passer tout au centre de gestion. On se rend compte que pour un coût moindre, on est à 22 000 € maintenant en 2019, mais avec des visites qui sont vraiment suivies. Donc le personnel est vraiment suivi dans ces visites régulières qu'il doit effectuer. On a 371 visites pour un coût à 22 000 €. Vous avez un petit tableau sur le personnel extérieur qu'on peut avoir un recours de temps en temps, donc je ne rentre pas dans le détail. C'est intéressant de vous mettre ces informations-là. Et celui du CNAS aussi qui est passé de 89 000 à 91 000 €. Et on prévoit sur le budget 2020 une enveloppe de 105 000 €. L'assurance du personnel, donc on a une significativité importante. Le montant de la cotisation assurance statutaire va augmenter. La cotisation passe de 38 000 € à 74 000 €, soit une augmentation de 36 000 €. La prévision est faite sur 100 000 € s'il y a une régularisation de l'année précédente. Il est donc prévu de résilier le marché en démarrant une étude en juin 2020 afin de relancer une nouvelle consultation pour 2021. L'objectif 2020, c'est l'objectif est de poursuivre la maîtrise de la masse salariale à 2%, hors transfert de charge de la compétence jeunesse, soit 525 000 €, et la modification de la halte garderie de Sartilly en multi-accueil. Les enjeux autour du financement du service des déchets. Donc vous voyez un peu l'évolution du service déchets qui dégage en 2017 700 000 € avec des besoins d'investissement de 770 000 €, moins 200 000 € en 2018 avec 957 000 € de dépenses d'investissement. Et sur le CA 2019, il y a un excédent de 469 000 € pour un investissement à hauteur de 1 million d'euros. Donc on est bien dans le cadre du DOP d'alerter un peu les élus, et je pense que les prochains élus qui seront au sein du conseil communautaire vont apprendre une direction très rapidement dès leur installation. Parce que nous, on en a déjà entendu parler, la TGAP, on sait qu'elle va augmenter très rapidement, elle va passer de 16 € la tonne à 65 € la tonne à l'horizon 2025. Et l'augmentation va commencer dès 2020 et plus fortement en 2021. Ce qui fera que ça fera une augmentation, si on prend aujourd'hui le tonnage que nous avons, de plus 1 375 000 €. Et on sait qu'il y aura une chute des prix aussi des reprises des matières triées, moins 163 000 €. Et il y aura aussi une augmentation des prix de traitement lors des prochains renouvellements de marché.
Je ne rentre pas dans le détail de ce tableau-là, c'est pour vous montrer que dans la prospective qui a été faite par la thématique avec Peggy, il y a un besoin d'investissement sur les budgets à venir à hauteur d'1 million d'euros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le budget ordures ménagères qu'on souhaiterait voir pouvoir un jour être indépendant et autonome financièrement ne dégage que 500 000 euros. Aujourd'hui, c'est le budget général qui abonde ce budget, ce service. Donc il y aura des orientations fortes à prendre, je ne rentre pas dans le détail. Si demain le service déchets a la capacité de pouvoir faire un certain nombre d'investissements, est-ce que ce sera 500 000, est-ce que ce sera 1 million d'euros? Voilà, il y aura des choix à faire. Les modalités actuelles du financement des services déchets, donc qui est un budget qui est environ 8 500 000 euros. Vous avez 2,6 millions couverts par les ventes de matériaux, la redevance spéciale, la facturation des professionnels de déchetterie, les soutiens des éco-organismes, les dotations aux amortissements pour 1 million d'euros, reste à couvrir par la TOM, 6 900 000 euros. Vous savez qu'on a une cartographie encore avec 16 zonages de TOM. On avait une plénière spécifique en juillet dernier pour parler de tout ça. Vous avez la projection financière avec 3 scénarios. Donc en 2019, une étude sur la modélisation des taux de TOM a été menée avec le cabinet Ressources Consultants Finance. Elle vous a été restituée le 2 juillet. Cette étude a été remise à jour avec les données actuelles de 2019. Donc il y a 3 scénarios d'évolution des taux de TOM. Donc c'est soit pas de rééquilibrage des taux de TOM, ce qui posera un souci en termes d'équité du contribuable sur notre territoire, soit un rééquilibrage des taux de TOM à 100% dès 2020, mais qui pourrait être assez fort sur certains territoires, parce qu'elle est aussi entre 4,04 et 12,25% de mémoire, et soit un rééquilibrage des taux de TOM sur un lycée sur 3 ans à compter de 2020. Je ne rentre pas dans les différents scénarios, ils vous ont déjà été présentés. C'était surtout pour marquer la chose dans le cadre de ce DOB-là, en disant qu'il y a des décisions à prendre dès 2020 dans le cadre du budget primitif. Donc cette prospective financière en fonction des orientations prises sur le financement des déchets, il sera proposé donc 3 scénarios. Donc bien que le scénario 3 se traduise par une dégradation ponctuelle du niveau d'épargne nette pendant 2 ans, il permettrait toutefois à la collectivité de retrouver un cash net de 3,5 millions à l'horizon 2022, tout en maintenant un PPI de 6,5 millions par an. Le scénario 1 impliquait de revoir le niveau d'investissement de la collectivité ainsi que son niveau de dépenses de fonctionnement, avec un risque de dégradation du niveau de service public. Les orientations budgétaires à définir, donc on est dans la poursuite, on propose d'être dans la poursuite de la maîtrise des dépenses publiques, donc une évolution des dépenses de fonctionnement courantes de plus de 2%, des maîtrises de charges personnelles de plus de 2%, un maintien de l'enveloppe des subventions aux associations à 1 100 000 euros, des produits et des services à plus 1%, de maintenir le fonds de roulement de la collectivité à 3 millions d'euros, ce qui est préconisé par la Cour des comptes d'avoir 2 mois de paye d'avance, et conserver un niveau de CAF net de 3,5 millions en fonction du scénario des ordures ménagères. Voilà, vous avez une évolution des dotations d'État, c'est une hypothèse, hein, mais on voit que quand même il y a certaines dotations qui baissent à l'avenir, peut-être moins fortement que ce qu'on a connu entre 2013 et 2017, mais on voit que sur 2020 on va perdre 70 000 euros quand même, 60 000 euros l'année d'après, et encore une petite tranche de 50-60 000 euros l'année d'après. Donc c'est bien d'avoir cette perspective-là. Donc la capacité d'investissement de la communauté d'agglomération, comme je vous le disais, pourrait être de l'ordre de 6 500 000 euros par an, sous réserve de l'obtention de 30% de subvention en moyenne, et ainsi du choix du scénario 2 ou 3 sur le financement des déchets. On vous a mis quelques exemples d'opérations engagées ou en réflexion, il pourrait y en avoir d'autres, on en a parlé en bureau. L'idée c'est vraiment de mettre un patchwork un peu, mais surtout de reviendra à la prochaine équipe de poursuivre la réflexion sur la réalisation des opérations et la planification sur la période 2020-2026 de la limite des capacités financières de l'agglomération. Vous avez une présentation des budgets primitifs, en tout cas des besoins d'investissement sur les budgets annexes. Donc pour la zone d'activité, je ne rentre pas dans le détail. Sur les ateliers relais, non plus. Vous avez tout sous les yeux.
peut avancer. En conclusion, après une année 2017 de transition, les différentes mesures prises en 2018 ont permis, après 2 années d'exercice budgétaire, de stabiliser et de bonifier les finances de notre agglomération, comme en témoignent les éléments financiers présentés au cours de ce rapport. Il reviendra à la prochaine équipe au regard des marges de manœuvre de la communauté d'agglomération de prioriser et de mettre en œuvre les projets communautaires pour répondre de la meilleure manière possible aux besoins de la population. Bien que des décisions importantes soient encore à prendre, financement du service déchets, le dossier de l'abattoir, le devenir de l'écoparc, le complexe équin, les zones d'activité, il est proposé de bâtir le budget 2020 sur les orientations générales suivantes: maintien de la fiscalité directe locale, taux identique à ceux de 2019, maintien du produit de GEMAPI au niveau de celui de 2019 à 450 000 €, et détermination des taux de TOB en fonction des scénarios présentés dans ce DOB. Bien, merci beaucoup David pour cette présentation très dynamique. Donc pour prolonger un peu, je vais très rapidement simplement dire que c'est le résultat, ce bon résultat, parce que c'en est un, c'est le résultat en effet de tous les services, de toutes les directions auxquelles on a imposé dès 2018 des budgets de rigueur, des budgets rigoureux. C'est vrai que le rôle du service des finances n'a pas été simple, parce qu'il a fallu mettre en place des méthodes, parfois contraindre certaines dépenses, notamment en fonctionnement, qui étaient nécessairement à recalibrer. Et je pense qu'on a réussi notre pari initial, qui était de pouvoir mettre sur les rails notre communauté d'agglomération. Donc bravo et merci au service des finances, mais aussi à l'ensemble des services qui ont joué le jeu, et puis à l'ensemble des élus qui ont suivi la ligne. Voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle que ce DOB qui campe un décor plutôt positif. Alors tu l'as un peu dit, mais c'est vrai, quand on regarde les territoires voisins, on n'a pas à rougir de notre résultat. Bien, cela dit, rien n'est jamais parfait, donc si vous avez des remarques à faire, des critiques à formuler, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, Daniel Furcy. Moi je dis qu'on a bien fait de ne pas augmenter les impôts parce que ça nous a permis de prendre conscience de ce qu'il fallait faire. Merci Daniel, c'est tout à fait vrai. C'était la stratégie pour laquelle on avait opté. En effet. Y a-t-il d'autres remarques? Je sais qu'il est tard, mais... C'est un débat d'orientation budgétaire. Il faudrait qu'on débatte un tout petit peu. Alors le débat vient d'avoir lieu en partie avec Daniel. Il peut être prolongé un peu, quoi. Voilà. C'est Daniel qui relance le débat. Il voulait juste savoir au niveau de l'abattoir. Okay. L'abattoir de Saint-Hilaire. Et je te signalerai, Francine, il n'y en a qu'un. Communautaire, oui. Il y a 6 ans que je connais. Donc on continue à avancer. Daniel en a parlé un tout petit peu avant la séance. On avait encore un échange mercredi matin à ce sujet. Donc l'idée c'est de lancer, comme ça avait été décidé, l'étude de faisabilité pour un nouvel équipement. Mais bien évidemment, on va lancer cette étude et il y aura des délibérations qui reviendront à la future Assemblée communautaire. En tout cas, on ne lâche pas l'objectif de créer un nouvel équipement bien dimensionné aux besoins des filières locales. Ça, c'est une obligation. Et surtout, en lien avec ce projet qui est sur 40 ans et pour lesquels les élus à la fois du département, notamment Marc Lefebvre et Jean-Pierre Lemaire, le maire de 40 ans, sont tout à fait ouverts pour avoir un partenariat. En tout cas, voilà, l'abattoir de Saint-Hilaire continue à fonctionner et on avance sur ce projet de nouvel équipement pour répondre aux besoins de nos filières locales et puis des entreprises qui travaillent dans le domaine agroalimentaire. David, Oui, je sais dire aussi, il était à la réunion avec l'avocat la dernière fois. C'est toi qui posais la question, tu étais avec nous la dernière fois en réunion. il lance le débat. Ouais. Ah, il lance le débat, pardon. Il faut mieux qu'on reste quand même sur le débat d'orientation budgétaire, parce que Ah, oui. même si on Ça fait un peu dictature débat d'orientation budgétaire. dictature d'orientation budgétaire. Non mais n'hésitez pas. Et c'est non, comment on soit au courant. De toute façon, pour l'abattoir, il faut être vigilant. Parce que
décision du groupe. Ah. Tu passes sur un tunnel, Daniel. Et si le matériel ne marche pas, c'est pas de ma faute. Et la maintenance, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une prestation extérieure. Donc, Raymond Béchier, oui. Oui, tout à l'heure, avant la réunion, j'ai abordé avec vous, comment je dirais, la télémédecine de Saint-Georges-de-Rollet. Et je vois que dans le budget, là, prévisionnel, il n'y a rien du tout prévu. Alors qu'on est dans une situation... Et surtout pas un budget prévisionnel. C'est non, pas ça. Oui, non, c'est pas oui. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire que là, ce qui est présenté dans ce diaporama, c'est un état des lieux budgétaire de la collectivité, avec les grands axes de ce que pourra être demain le budget que les élus communautaires qui seront installés le 18 avril voteront. Oui, mais dans les grands axes, il y a peut-être aussi quand même le financement de la télémédecine à penser. Parce que ce dossier-là, c'est un dossier qui a qu'à peu près 18 mois. Quand on a mis la télémédecine en place chez nous, on nous a préconisé d'acheter la maison. Nos communes, que ça ferait plus vite, on a acheté la maison 75 000 € avec une promesse de reprise par la communauté d'agglo. On nous a promis des travaux pour fin 2019. Et puis aujourd'hui, on a eu une réunion fin 2019. La deuxième réunion qu'on a, c'est mars, 4 mars. Regardez, vous allez me dire, il y a eu 3 mois. Si on a une réunion tous les 3 mois pour traiter ce sujet-là, alors que moi, il faut que je trouve un local pour un docteur qui arrive, la télémédecine qui monte en charge du fait que je dirais, les règles ont un peu changé au niveau des médecins pouvant intervenir, il faut 2 salles de télémédecine. Je me retrouve avec un dentiste qui arrive, pas de place, un docteur qui arrive, pas de place, et 2 salles de télémédecine pas faites. C'est intenable. Je pense qu'il va falloir que tous les vice-présidents soient bien au courant de ça, et puis qu'on avance. Hein. Parce que moi j'ai vraiment l'impression de m'être fait blouser sur ce dossier-là. Parce qu'au début j'ai joué le jeu et je me demande si j'ai eu raison. Voilà, et je pense que j'espère que tous les présidents, les vice-présidents qui sont là, dans les jours qui viennent, vont se pencher sur ce dossier-là et trouver une solution. C'est entendu. Mais bon, c'est comme beaucoup de dossiers, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est qu'on travaille sur tous les dossiers qui sont traités. C'est vrai que ça ne va jamais assez vite, ça ne fait jamais assez bien. Ça, on l'a entendu ce soir, mais je vous assurais que on ne chôme pas pour essayer de faire avancer les dossiers. Mais bon. Juste revenir, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un peu short des investissements, qu'il y en avait d'autres, puisque on en avait parlé aussi avec Jessie, qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins prévues, etc. Il y avait le COSEC, tout un tas de choses. Voilà, donc c'est un peu short, il y a d'autres choses derrière, mais c'était pour vous donner une image. Et c'est surtout aussi pour les nouveaux élus qui vont arriver demain, qui ne connaissent pas du tout, qui se rendent compte un peu des choses qui sont plus ou moins dans les rails. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais on nous dit on va à la recherche de services médicaux dans la ruralité. On a la chance de trouver un deuxième dentiste, d'avoir un docteur qui joue de la télémédecine, et puis pour un peu, je peux le mettre. Vous voyez quand même que c'est un record. De toute façon, on se verra à 4 mars, on pourra en parler calmement. Ah oui, mais il faut pas qu'on en parle seulement, hein, faut qu'on avance. Et très vite. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, Olivier Deville. J'ai une petite question pour David sur la diapo 34 de l'orientation budgétaire. Mais c'est juste pour qu'il me donne un petit conseil. Parce que moi, je veux bien savoir comment on passe d'un fonds de roulement de fin d'exercice de 706 000 € à 6 103 000. Et David, je t'invite à venir à la commune de Vins pour me donner des leçons, parce que je suis très intéressé par la méthode. Je ne travaille pas tout seul non plus, j'ai un bon qui est derrière moi aussi, je le reconnais. C'est Nicolas Bétou, qu'on a la chance d'avoir à la communauté d'agglomération, et tout le service qui travaille avec lui. Des fois, je ne suis qu'un rapporteur, le technicien, il est derrière moi. Après, j'arrive à m'y retrouver un petit peu parce qu'il m'explique bien, mais c'est un travail d'équipe, tout ça.
Donc le fonds de roulement 2017, résultat de l'exercice à 2,6 millions. Donc il y a eu un emprunt qui a été pris en fait pour remonter le niveau en fin d'année de 3 millions d'euros. Je pense que ça explique pour partie. Alors attends, tu veux comprendre comment ça fonctionne, comment on est passé de 7 millions d'euros, c'est ça? Non, comment on est passé de 706 804 euros fin d'exercice 2018 à 6 103 265 fin d'exercice 2019. C'est-à-dire l'exercice à 5 millions 3. Tu avais 700 000 euros au 1er janvier en début d'exercice. Ton résultat d'exercice de fonctionnement en 2019, il est à 5 millions 3. Ce qui te fait un fonds de roulement en fin d'exercice à 6 millions 100. Oui. Ah, cette gymnastique-là, j'avais percuté. C'est comment on passe de résultat d'exercice de moins 2 millions à plus 5 millions. C'est ça qui m'intéresse. Ah, parce que le niveau d'investissement était le plus important en 2018 en fait. Et aussi savoir si ça s'inscrit trajectoire future, parce que ça c'est intéressant. Non. Bon, en fait, tu as vu qu'il y a un déficit sur 2017-2018 qui s'explique parce qu'on a tapé dans le matelas concrètement pour faire des investissements. C'est ce qui fait qu'on avait un déficit. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de rester sur un matelas, un fonds de roulement, plutôt à 6 millions d'euros, pour pouvoir se laisser ce niveau de stabilité. Et voilà. On a fait 25 millions d'euros d'investissement. Quand on voyait qu'en gros, on avait une capacité de 6 millions par an, entre 18 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on a pris 6-7 millions d'euros dans le matelas. Donc c'est pour ça que tu as des résultats déficitaires d'une année sur l'autre. Soit tu investis en autofinancement, soit tu tapes dans le matelas, soit tu fais un emprunt. Et là, pour les deux 2017-2018, on a tapé dans le matelas, et 2019, on n'a pas eu besoin. Je ne sais pas si ça répond, Olivier. Il ne dit rien, donc ça doit être le cas. C'est bon, Olivier? Non, mais ça demanderait une étude un petit peu plus fine, mais je veux dire, moins 2 à plus 5, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, des remarques? Oui. Oui, Marie. Oui, la remarque, en fait, c'est un peu l'explication qui est écrite en dessous. Dans la mesure où on réduit nettement les investissements et on réalise un emprunt, d'où le problème de Saint-Georges-de-Roillet, où dans la mesure où on a réduit les investissements, il y a des projets qui ont été plus ou moins, moins vite aussi. Alors, on a réduit les investissements avec 25 millions d'euros d'investissement. 25 millions d'euros d'investissement sur 3 ans. Ça fait une moyenne de 8 millions d'euros par an. Non, mais 2017, 2018, 2019, on n'a pas réduit les emprunts sur 2019. On a fait 25 millions sur 3 ans. 8 millions d'euros par an. Il y en a eu un petit peu moins en 2019. Il y a 25 millions sur 3 ans quand même. Demain, on n'aura pas ces moyens-là. Ça veut dire qu'on a tapé dans le matelas. C'est maintenant qu'il faut arrêter de taper dans le matelas. Je rappelle que le pays présenté par les anciennes communautés de communes était de l'ordre de 70 millions d'euros sur les 3 années, 2017, 2018, 2019. Donc irréalisable. Y a-t-il d'autres interventions? A priori, je ne vois pas. Mais c'est vrai que les 3 années qui viennent de s'écouler, qui nous amènent à ce résultat, sont des années aussi de consolidation budgétaire, de réécriture du PPI, où on a vu bien souvent revenir les discussions autour des héritages des 5 EPCI qui avaient fusionné. Ce que j'espère, c'est que la prochaine Assemblée se libère de cette vision fractionnelle des politiques d'investissement et de fonctionnement. Aujourd'hui, nous sommes un tout depuis le 1er janvier 2017. Donc essayons de penser de manière globale et de jouer les équilibres territoriaux de façon à ce que... il y a un mot qui est revenu dans la bouche de David, dans la bouche d'autres collègues ce soir, c'est le mot solidarité. Dans la charte de gouvernance qu'on avait mis en place avant la fusion, on parlait de territoire de solidarité. C'est-à-dire que les territoires les plus riches, entre guillemets, les plus dynamiques, viennent épauler les territoires qui sont moins. Voilà. Je pense que c'est un jeu de péréquation à la fois sur le fonctionnement et l'investissement qu'on va essayer de mettre en place. Je pense que normalement ça fonctionne. Après, c'est à chacun de comprendre que
tout n'est pas possible tout de suite, et qu'il faut simplement essayer de planifier, essayer de trouver des solutions pour, sans exploser nos dépenses, faire les choses de rang, comme on disait autrefois, faire les choses de rang. Mais bon, voilà, l'important c'est qu'on puisse arriver en fin de mandat avec un état budgétaire sain, satisfaisant, ce qui permettra à l'équipe qui sera là à partir du mois d'avril de travailler sereinement. Daniel Furcy. Ça marche ça? Tantôt j'avais rien à faire comme il faisait pour vous. J'ai calculé les annuités, alors d'après ce que vous nous aviez donné en 2017, en 2020 on a 252 801 € de moins d'annuités. En 2021, 213 226. En 2022, 814 988. Et en 2023, 274 815. Et une petite devinette pour Monsieur le Président. La plus grosse échéance, est-ce que vous savez laquelle que c'est? Non, mais tu vas nous le dire. C'est une échéance de 203 974. Il finit en 2022, le 26 mars 2022. D'accord. Tu savais, toi, David? J'aurais bien qu'ils nous disent la petite anecdote sur le prêt de 50 ans. En fait, c'est... Ah! Parce qu'un pôle territorial, j'en ai parlé. Alors, il avait été fait en 2017 et il avait été... Alors, on a... 1,3 million de mémoire. Un emprunt d'1,3 million sur 50 ans. Attends. J'ai ma feuille, page 27. Heureusement, je gagne du temps, je l'ai mis. Les lunettes. Ah! Les lunettes. 8. Alors, un prêt de 50 ans qui avait été fait. Merde, je sais pas. Quelqu'un a une autre question en attendant? Alors, de mémoire, Daniel, tu me dis si je me trompe, mais dans les grandes masses, je crois que c'était 1,3 million sur 50 ans, donc jusqu'en 2057, et qu'à ce jour, on avait remboursé 150 000 ou 180 000 €, je crois. Oui, alors, le voilà. Alors, il a été fait en 2017, il finit en 2057, et le capital initial était de 1 500 000 €. Il nous restait au 31/12/2016 1 417 290. Et il nous fait une échéance de 80 000 €. Et on s'aperçoit qu'en 10 ans, on n'a même pas remboursé 100 000 €. Est-ce que le taux, c'est à quel taux l'emprunt? Le taux, il est à 4,77. Et c'était pourquoi cet emprunt? Et il y en a deux autres, hein. Il y en a deux autres. Un sur 40 et un autre sur 50. On va faire avec, hein. Et tout le monde l'a eu, hein, le tableau, là. Toi, t'as pas travaillé cet après-midi parce qu'il pleuvait, mais... Non, mais je l'ai conservé. Bien, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Bon, bah écoutez, on va considérer que notre débat d'orientation budgétaire a eu lieu grâce à Daniel Furcy notamment. Donc merci Daniel, merci David, merci Nicolas pour votre travail très minutieux et productif. Et merci encore une fois à tous les services parce que ce résultat il est vraiment lié au travail de l'ensemble des thématiques de la communauté d'agglomération.